Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. À Strasbourg se trouve également l'un des barreaux les plus actifs dans le domaine de la formation continue des avocats, l'école du barreau du Grand Est, l'ERAG. Aujourd'hui, je reçois un avocate qui exerce principalement en droit de la non-discrimination. Ce podcast vous est présenté par Form.legal, la plateforme qui révolutionne l'accès à la formation juridique. Sur Form.legal, les professionnels du droit peuvent créer, vendre et diffuser leur formation en toute autonomie. C'est simple et sans intermédiaire. Vous gérez vos contenus, vos tarifs, vos clients, comme sur Airbnb, mais pour la formation juridique. Que vous soyez formateur ou simplement à la recherche de formations de qualité, rendez-vous sur Form.legal, la marketplace 100% dédiée au savoir juridique. Bonjour, maître Nathalie Goldberg. Bonjour. Alors, vous avez étudié les droits de l'homme et prêté serment au barreau de Strasbourg en 2009-2010. J'ai étudié, j'ai fait un Master 2, quoi, c'était DEA, ça commençait à devenir Master 2. C'était en 2005. Ah, d'accord. Ouais, c'était en 2005 à Strasbourg. C'était maintenant ce qui correspond au Master 2, protection des droits de l'homme en Europe. Voilà. OK. Alors, quelle est l'origine de votre intérêt pour cette matière très médiatisée, mais souvent mal comprise? Alors moi, j'ai étudié le droit à Paris 2, et je me suis intéressée aux droits de l'homme un peu par hasard, je dois dire, au moment de me spécialiser justement en DEA Master 2. Moi, j'étudiais, j'avais une passion pour le droit international public. Tout ce qui était relations internationales, souveraineté de l'État, la guerre au Kosovo, l'intervention de l'OTAN, etc. Et puis en maîtrise, j'ai fait un échange universitaire en Colombie, 6 mois à Bogota. Et je dois dire que ce voyage m'a changé. Je suis arrivée avec mes idées un peu révolutionnaires, mes idées toutes faites, ce qu'on pouvait avoir à l'époque sur la Colombie et les conflits armés en Colombie. Et je suis revenue, donc voilà, très intéressée par protection des droits de l'homme. J'avais aussi séjourné en Israël dans les années 2000, avant la deuxième intifada, au sein d'un kibboutz. Et je dois dire que quand j'avais séjourné en Israël, j'avais aussi été frappée. Voilà, c'était des questions de droit international qui m'intéressaient, hein, mais par le respect des droits de l'homme. Donc, on va dire qu'après mon voyage en Colombie, j'ai cherché à me spécialiser dans cette matière-là. Donc, j'ai candidaté dans différents masters, notamment Master 2 donc, à Strasbourg. Et c'est comme ça que je me suis donc passionnée, mise aux droits fondamentaux et aux droits de l'homme. OK. Et après, vous êtes aussi intéressée aux droits des femmes. Mm-hmm. Parce que vous êtes une femme ou rien à voir? Oui, c'est vrai. Parce que si une femme avocate, c'est tout particulier. Je trouve que au sein de la profession, donc, le métier d'avocat en soi est très dur. On débarque dans une profession avec beaucoup de stress, finalement une formation pratique assez lacunaire. On dit on est des bébés avocats quand on commence, on ne sait rien faire. Et on a beaucoup besoin de mentors ou d'explications de praticiens expérimentés pour comprendre les choses et savoir faire. Et en étant une femme collaboratrice dans des cabinets d'avocats, au départ, ça ajoute une difficulté. Moi, c'est mon ressenti, c'est mon expérience. Et je me suis intéressée aux droits des femmes, on va dire. Je pense que, sans le savoir, j'étais féministe depuis longtemps, mais ça s'est révélé, oui, après, avec mon engagement au sein du syndicat des avocats de France.
Et puis, dans mon expérience personnelle au sein de cabinet d'avocats, à la suite de mon congé maternité, où je me suis installée à la suite de mon premier congé maternité, je me suis installée à mon compte. Voilà, donc on va dire, j'ai eu des expériences personnelles qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis particulièrement sensible à ces questions. Alors, vous avez peut-être répondu à ma question en amont. Je voulais savoir pourquoi vous étiez partie d'un cabinet assez commercial, si je comprends bien, jusqu'à... Bon, vous avez répondu pourquoi votre pratique personnelle, mais pourquoi justement le droit de non-discrimination? Alors, moi, quand j'ai commencé, effectivement, j'ai cherché du travail dans les cabinets d'avocats à Strasbourg. À l'époque, il y avait très très peu de cabinets, quoi. Il y en a toujours très peu en fait qui font des droits de l'homme, qui l'affichent. Il y en avait qu'un seul à l'époque, c'est le cabinet Inker. J'avais candidaté, puis ça n'a pas fonctionné. Et puis sinon, c'était la pratique des droits des étrangers. Moi, j'avais été salariée de manière très brève au sein de la CIMAD, donc une association d'accès aux droits pour les personnes migrantes à Strasbourg. J'avais, on va dire, acquis des compétences juridiques en matière de droit des étrangers, mais je ne voulais pas forcément exercer tout de suite dans un cabinet comme ça. Donc, j'ai cherché dans des cabinets généralistes et j'ai trouvé donc d'abord dans un cabinet qui faisait un peu de tout, et je faisais du droit de la construction, du droit des assurances, et puis ensuite j'ai changé dans un autre cabinet d'affaires, effectivement, où je suis restée plus longtemps, environ 4 ans. Mon idée, c'était de me former aussi, d'apprendre. J'ai un parcours de privatiste, de juriste en droit privé, même si après, je m'étais orientée sur le droit public international, droit international public. Voilà, ça m'intéressait aussi. Et puis, j'attendais le bon moment. J'avais toujours la crainte de l'installation. J'avais cette envie initiale, parce qu'en étant avocat, on a cette liberté, l'absence de subordination, de lien de subordination, que je trouve vachement très, très intéressant. Et donc, j'attendais le bon moment, on va dire, pour m'installer. J'ai travaillé dans ces cabinets-là dans un souci de me former, d'apprendre le métier. Mais je savais que je ne resterais pas... je faisais, en l'occurrence, là, du droit des assurances côté banque, assurance emprunteur. Donc, c'était pas ma passion initiale, on va dire, hein, du tout. Et quand je me suis installée, je me suis recentrée sur la défense des droits fondamentaux. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure votre activité au sein du syndicat des avocats de France. Quelle est sa mission et quelles sont vos activités au sein du syndicat? Alors, je suis actuellement présidente de la section strasbourgeoise du syndicat des avocats de France. C'est un syndicat d'avocats qui est tourné vers la défense, évidemment, de ses membres, des avocats, et des avocats de la profession en général, l'accès à la justice, et puis défense une justice démocratique et l'accès des plus démunis à cette justice, et la défense aussi des libertés publiques fondamentales. Voilà, en quelques mots. Ça serait très vaste. Avant l'émission, on avait parlé un petit peu de la situation des femmes au sein de la profession d'avocat. Comment vous agissez pour défendre leurs intérêts? Alors, au syndicat des avocats de France, on est engagé sur ce thème-là parce qu'il y a des lacunes. Je suis co-présidente de la commission discrimination au sein de ce syndicat. Il y a plusieurs commissions de travail et on travaille sur un guide à destination de la profession sur le harcèlement et la discrimination dans la profession d'avocat. Et on a organisé à l'automne 2 premières sessions de formation pour que les avocats eux-mêmes comprennent la définition du harcèlement discriminatoire, de la discrimination, et que les règles, en fait, souvent on dit qu'on est avocat libéral,
Le Code du travail, on n'est protégé par aucune règle. Or, c'est pas vrai. Hein. Il y a des directives européennes qui s'appliquent. La loi du 27 mai 2008 qui transpose plusieurs directives sur les discriminations sont applicables aux indépendants, aux travailleurs indépendants, aux professions libérales, et donc sont applicables aux avocats. Et il y a eu aussi beaucoup d'affaires médiatisées, notamment dans le barreau de Paris, de cas de harcèlement très, très graves et de discrimination au sein de gros cabinets d'affaires. Et ça a permis la prise de conscience en fait, du problème, qui est un problème systémique parce que finalement, il y a des obligations positives aussi qui pèsent sur les ordres. De ne pas discriminer ou de protéger les personnes qui seraient susceptibles d'être discriminées. Et le système actuel ne permet pas de sanctionner, puisque de sanctionner véritablement ceux qui discriminent. Okay. Sauf, j'imagine, dans le cas de sexisme ou de racisme avéré. Mais les affaires sont peu nombreuses, on ne les connaît pas, il n'y a pas de publicité, on fait tout est fait, même dans la procédure, pour que les choses ne soient pas connues. Il n'y a par exemple aujourd'hui pas de publication des condamnations, des décisions du conseil de discipline, on ne sait pas. Et au sein du barreau de Paris, je sais juste une chose, c'est que les membres du barreau de Paris ont un accès avocat spécifique sur le site internet du barreau, où il y a de la publication de jurisprudence des bâtonniers et du conseil de discipline, mais ces décisions ne sont pas accessibles pour les autres avocats du reste de la France, par exemple. C'est un souci parce que... Donc il y a un manque de précédent. Voilà, on ne connaît pas, c'est pas publié. C'est pas, vous voyez, on est à l'ère de l'open data. Oui. Il y a Papers Justice, où on peut trouver toutes les décisions de justice. Le site de la Cour de cassation a fait un site, etc. Le Conseil d'État, c'est plus compliqué, mais on a accès à une ouverture comme ça de la jurisprudence et de toutes les bases de données, mais concernant les condamnations sur ce thème-là au sein de la profession d'avocat, c'est complètement tabou. Oui, justement, il y a un tabou pour un avocat de porter plainte contre un autre avocat. Oui, là, tout le monde a peur des représailles, parce que c'est la plus grande crainte. On nous dit toujours, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé, que les magistrats changent, parce qu'ils évoluent dans leur carrière, il y a la mobilité, des mutations, etc. Les avocats, ils seront toujours là. C'est toujours les mêmes avocats pendant 50 ans que vous allez fréquenter si vous ne changez pas de barreau. Donc il faut faire, en gros, faire attention à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut dire. Et pas se griller. Et pas se griller, exactement. Qui a cette crainte quand on est jeune avocat, en tout cas, et les moins jeunes, hein, parce que la discrimination notamment faite aux femmes au sein de la profession, mais il n'y a pas que celle faite aux femmes, hein. Elle est aussi tout au long de la carrière. Il y a très peu de femmes en réalité qui sont associées, qui ont le même niveau de rémunération que les associés hommes. Voilà. Après, ce qui m'intéresse aussi dans la profession d'avocat, c'est que on est vraiment en retard sur ces thèmes-là, on n'est pas du tout à la pointe. Et là, il y a un gros hiatus avec la société civile. Mais il y a aussi tout ce qui est discrimination liée aux origines. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des discriminations faites aux femmes parce qu'il y a eu des affaires d'agression sexuelle, de discrimination sexuelle, etc. Mais c'est un sujet qui commence à être mis sur le devant de la scène, mais il n'y a pas que ce sujet-là, malheureusement. Okay. On va revenir aux différentes sortes de discrimination. Mais d'abord, je voulais vous poser une autre question sur votre engagement au sein d'Avocats sans frontières. Oui. Tout le monde connaît Médecins sans frontières, mais on connaît beaucoup moins Avocats sans frontières. Comment l'association a-t-il été fondée et dans quel cadre intervenez-vous au sein de l'association ? Alors, de mémoire, Avocats sans frontières France a été créée en 1992
Historiquement, c'était Avocats sans frontières, celui qu'on connaît énormément belge, qui a été créé. Et donc, Avocats sans frontières France a été créé au moment du Rwanda. Des procès. L'idée, c'était d'aller défendre les parties civiles aux côtés, une sorte de legal team en fait, d'avocats sur place pour les procès au Rwanda. Dont la cour a été établie en Tanzanie. Voilà, je crois. Voilà. Et Avocats sans frontières France, moi j'ai adhéré, ça fait très longtemps, en 2013. J'étais très active et puis je dois dire que maintenant, avec tous les autres engagements que je peux avoir, j'ai du mal à suivre tous les projets. Mais j'ai fait deux missions pour Avocats sans frontières au Tchad, dans le cadre d'un programme entre 2015 et 2018, PADEF, qui était un programme de défense des droits des femmes et des enfants victimes de violences en détention et hors détention. On était parti au Tchad quand on a fait plusieurs missions et moi je suis partie 2 fois sur le terrain pour des missions d'une dizaine de jours. C'est des missions bénévoles, on était défrayés. Le billet d'avion était pris en charge dans le cadre de programmes en fait, financés par l'Union européenne. Et on était simplement défrayés. Quand j'ai voulu me recentrer sur l'exercice des droits fondamentaux, je me suis mise à mon compte, je me sentais libre de nouveau défendre ce que j'avais vraiment envie de défendre. Et c'est comme ça que à ce moment-là que j'ai adhéré à Avocats sans frontières France. Le cœur, c'est de dire on va là où la défense est impossible. Il faut permettre la défense des plus démunis, ceux qui sont très éloignés des tribunaux, et aussi former, puisque c'est ça le cœur, on va dire, d'Avocats sans frontières, c'est de venir en soutien, venir former aussi des confrères étrangers, des associations sur le droit international des droits de l'homme. On a monté des formations avec des techniques de formation actives, c'est-à-dire qu'on ne vient pas délivrer notre science, on vient avec des outils. On appelle ça les boîtes à outils, souvent en fait en Afrique avec des outils imprimés parce qu'il y a très peu de codes, d'ouvrages reliés qui sont disponibles. Même au Tchad, je me souviens que les magistrats eux-mêmes n'avaient pas de code. C'est lunaire, c'est ubuesque. On se retrouve dans des situations qu'on a du mal à imaginer. On avait fait des formations où on essaye d'apprendre à notre public comment rechercher les textes internationaux. Quel est le texte international qui pourrait s'appliquer, la convention du système africain qui pourrait aussi s'appliquer. Là, en l'occurrence, on était en Afrique. Et c'est très, très enrichissant de mettre aussi en relation, je pense à ce programme en particulier, des magistrats, mais aussi des journalistes, des femmes travailleurs sociales, des chefs communautaires, et que tout ce public qui est très en fait séparé dans la vie arrive à travailler ensemble, à faire aussi des jeux de rôle, des mises en situation, où les rôles sont inversés, où la hiérarchie sociale n'existe plus, et où on prend conscience peut-être comme ça davantage des problèmes que rencontre l'autre. Est-ce que le chapitre France est limité à intervenir dans les pays de tradition droit civil et francophone, ou vous pouvez intervenir dans d'autres pays? Non, Avocats sans frontières intervient depuis maintenant très très longues années au Nigeria, qui a 2 gros programmes contre la torture et la peine de mort, me semble-t-il, au Nigeria. Avec le recrutement, il a été recruté une coordinatrice sur place anglophone qui est là-bas. Par souci de sécurité, il n'y a plus de mission au Nigeria. Mais les avocats français qui étaient en soutien pour les requêtes qui ont été faites, etc., sur les libérations. Je me souviens d'une affaire comme ça où on a réussi à faire libérer une enfant qui était condamnée. Ça avait été fait par des confrères qui maîtrisaient parfaitement l'anglais. Alors, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la lutte contre les discriminations et ces différents secteurs de la vie sociale. Ce matin, France Culture a donné la parole à une chercheuse qui a évoqué les problèmes de discrimination faites aux femmes dans le monde de la recherche.
Vous avez évoqué tout à l'heure les mêmes problèmes au sein de la profession d'avocat. Comment on peut évoluer dans ce domaine? Alors, moi, mon credo, c'est de dire que rien n'est impossible, mais en gros, moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que pour faire, on peut agir en justice. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'arrêtent, qui se mettent une censure à ce niveau-là, en disant c'est impossible de prouver la discrimination, c'est trop compliqué, et je vais me heurter à trop d'obstacles. Alors qu'en matière de discrimination, donc il y a un aménagement de la charge de la preuve, puisqu'en général, la preuve est détenue par celui qui discrimine, par l'employeur, en l'occurrence, en matière d'emploi. Et ça, c'est une première chose, je pense qu'il faut souligner, c'est qu'il y a cet aménagement de la charge de la preuve et qu'il suffit, entre guillemets, de présenter des éléments de fait qui laissent présumer l'existence d'une discrimination, quand il s'agit d'une discrimination directe, indirecte aussi. Mais ces éléments de fait, on peut les présenter en présentant une chronologie, voilà, en racontant l'histoire et en essayant de démontrer de manière chronologique. La chronologie est déjà un fait qui peut être pris en compte dans ce faisceau d'indices qui laisse présumer l'existence d'une discrimination. Comment on peut évoluer? Moi, je pense que ça passe par le droit. Par le droit et par le contentieux. Parce qu'actuellement, les juges, c'est mon point de vue, ne sont pas saisis suffisamment de ces dossiers-là. Parce que justement, en amont, il y a des freins, alors qu'il y a un aménagement de la charge de la preuve, que normalement tout doit être fait pour permettre l'accès au juge. Le défenseur des droits a rendu une décision cadre le 31 août dernier qui vise justement à rappeler le rôle actif du juge aussi dans cette matière-là. Et la question de la preuve, en fait, c'était sur l'accès à la preuve en matière de discrimination. Et je pense que oui, pour faire respecter ces droits, ça passe par le contentieux, par le prononcé de condamnation. Parce que sinon, on reste dans cette situation-là. Où finalement, il y a des discriminations qui ne sont pas dénoncées. Alors, il n'y a pas que les procès civils, c'est-à-dire procès prud'homme ou tribunal administratif. Il y a aussi la plainte pénale, puisque la discrimination, c'est aussi une affaire pénale. Mais en matière d'emploi, oui, je pense qu'il faut vraiment développer. C'est quelque chose qui a été un contentieux qui s'est construit d'abord sur la discrimination syndicale il y a une vingtaine d'années. Et je veux rendre hommage notamment à une consoeur qui est décédée, Maître Emmanuel Boussard-Verrecchia, qui a développé avec d'autres ce droit de la non-discrimination en France et ce contentieux qui reste à construire. Okay. Parlons toujours de discrimination faite aux femmes dans le monde du travail. On a évoqué 2 cas de femmes assez éduquées. Qu'en est-il dans les métiers moins spécialisés Alors justement, moi j'ai défendu des femmes qui étaient agents de service logistique, c'est-à-dire femmes de ménage, dans un EHPAD. Et leurs caractéristiques communes, elles avaient du mal à caractériser ce qui leur arrivait d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'elles étaient recrutées dans cet EHPAD comme femmes de ménage depuis des années, elles étaient en CDD. Des CDD qui au début étaient de plusieurs semaines, puis ensuite se sont raccourcis jusqu'à devenir des CDD d'une journée, renouvelés tous les jours, pendant des années, avec des centaines et des centaines de CDD. Et elles ont commencé à se dire, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi pourquoi on nous traite comme ça? Et puis, elles ont dû former d'autres femmes de ménage qui étaient recrutées tout au long de leur carrière à elles, et qui, elles, ensuite, se sont vues proposer des CDI. Il se dit, mais pourquoi nous, on ne nous donne pas de CDI? Puisque ma voisine que j'ai formée, on la recrute finalement en CDI. Et tout ça a fait son chemin, et au bout de quelques années, elles se sont venues me voir en prenant conscience qu'en réalité, c'était probablement parce qu'elles étaient noires de peau.
Et elles m'ont dit, nous, on est les bouches-trous. Nous, on est les bouches-trous. Voilà, on est là pour pallier aux absences des unes et des autres, mais jamais on nous propose un CDI. Et elles sont dans une précarité permanente. Certaines n'étaient pas de nationalité française. Et aussi, ça posait des difficultés par rapport au renouvellement de leur titre de séjour. Et donc, cette pression supplémentaire, on a fait une action au prud'homme déjà pour faire requalifier leur contrat en contrat à durée indéterminée. Et ensuite, de faire reconnaître la discrimination en raison de leur appartenance ethnique. Et on n'a pas convaincu le conseil de prud'homme. J'aurais voulu, moi, qu'on aille ensuite en appel, parce que c'est toujours des dossiers qui sont longs, compliqués, et qui, voilà, il faut savoir que quand on commence à se bagarrer sur ces sujets-là, c'est souvent pas en première instance qu'on gagne. C'est en appel, et ça nécessite énormément d'engagement. C'est un stress, mais il faut savoir que ça peut durer des années. Mais de plus en plus, ça arrive, ces contentieux-là. Pour moi, ils ne sont pas assez nombreux. Je pense aussi à des discriminations à l'égard de femmes de ménage à l'hôtel Ibis Batignolles. Il y en a eu d'autres dans la société honnête, sur les plateformes. Il y a de plus en plus de contentieux qui sont menés sur ces sujets. Et une consoeur, maître Aline Chanu, avec le cabinet Le Panier à Paris, qui a obtenu une décision extraordinaire du Conseil de prud'homme de Paris, qui a condamné une discrimination systémique à l'égard de travailleurs maliens qui étaient dans le bâtiment. C'est une décision de décembre 2019 ou 2020, je ne sais plus. Okay. Je voulais venir justement aux discriminations du fait des origines. Si je vous comprends bien, il y a souvent une double discrimination déjà. Par exemple, être femme noire, être victime 2 fois. Et ça m'est traversé l'esprit aussi que comme elles avaient une certaine ancienneté, peut-être aussi par rapport à l'âge. Oui, cette discrimination intersectionnelle, elle n'est pas aujourd'hui définie. C'est un concept de droit canadien qui est repris. Alors c'est Marie-Mère Cabrin en France qui est professeure au CNAM et qui a beaucoup écrit sur la discrimination intersectionnelle. Mais ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est suffisamment reconnu. Il me semble que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas la reconnaissance exacte de cette discrimination systémique. On parle de discrimination multiple, mais effectivement, c'est un argument qu'on développe dans nos conclusions. Je voulais venir aussi au cas du profilage ethnique et du contrôle au faciès. Pour l'anecdote, comme ça s'entend, je ne suis pas française, quand j'habitais à Paris, je m'étonnais toujours des contrôles dans le métro, et je n'étais jamais inquiétée. Pourtant, je suis étrangère et je voyais que les autres étrangers qui visiblement étaient soit du Maghreb, soit d'Afrique, étaient systématiquement contrôlés. Est-ce qu'il y a eu des avancées juridiques dans cette matière ? Oui, tout à fait. Je me permets juste de faire un saut en arrière sur notre interview. C'est aussi pour ça que je me suis engagée au syndicat des avocats de France en 2018 et dans la lutte contre les discriminations. C'est une affaire, il y a eu une affaire qui a été montée notamment par Open Society Justice Initiative et 2 confrères parisiens que je salue, Maître Slim Benachour et Félix de Bellois, qui ont monté des dossiers sur les contrôles au faciès en France, en s'appuyant sur des rapports d'ONG, notamment de Open Society, et un rapport CNRS, sur des contrôles justement donc, discriminatoires, contrôles de police, en sachant que c'est le seul acte de police qui ne fait pas l'objet d'un procès-verbal. La question, c'est comment prouver un contrôle de police discriminatoire et comment le contester, puisqu'on n'a pas de récépissé de contrôle ou de PV. Donc l'idée, c'était de monter des dossiers
où les personnes étaient françaises sans problème et étaient contrôlées de manière aléatoire, mais toujours en raison soit du fait qu'ils avaient une apparence ethnique étrangère supposée, qui portaient une capuche, différents critères. Et il y a eu une avancée puisque la Cour de cassation, donc c'est un combat qui a été mené dès 2011, et en 2016, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts, des arrêts historiques qui reconnaissent la discrimination et puis l'aménagement de la charge de la preuve en cette matière-là. Parce que l'idée, ça avait été de faire des contentieux au civil pour faire condamner l'État pour faute lourde, donc de ne pas agir au pénal en disant c'est pas contre un policier en particulier, mais c'est le système. Donc c'est l'agent judiciaire de l'État qui doit répondre. Et là, désormais, il y a quelques affaires qui ont été perdues et qui sont donc désormais devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est les affaires Saïdi et autres contre France, et qui ont été considérées d'une importance particulière par la Cour, en tout cas aujourd'hui, ont été communiquées. On n'est pas sûr de la question de la recevabilité tant que la décision n'est pas rendue, mais en tout cas, elle a été communiquée. Elle a mis des années à être communiquée, cette affaire, au gouvernement français. Il y a, à ma connaissance, eu des échanges, des questions qui ont été, des échanges de mémoire, et donc une décision est attendue sur ces questions-là. Et la jurisprudence de la Cour est plutôt favorable sur le profilage ethnique. C'est quel article de la Convention européenne des droits de l'homme, précisément ? Donc, comme la France n'a pas ratifié le protocole 12, on est sur l'article 14, combiné à l'article... qui prévoit la non-discrimination de manière plus générale. Voilà, et qui doit être combiné à d'autres articles de la Convention, donc, notamment l'article 8. Sur le droit à la vie privée, au respect de la vie privée et familiale. Exactement. Et si on venait à l'article 9, liberté religieuse, toujours dans la profession d'avocat, on avait parlé d'un cas à Strasbourg d'une avocate qui souhaitait prêter serment voilé. Est-ce qu'il y aurait une contradiction avec la laïcité en France ? Que dirait, d'après vous, la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question ? Moi, je ne me risquerais pas à répondre à cette question. Je pense que la jurisprudence de la Cour aujourd'hui mériterait peut-être d'être développée sur les questions de discrimination. Il y a, à mon sens, une trop grande marge d'appréciation qui est laissée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence mériteraient d'être davantage développée de manière plus libérale sur ces questions-là. Pour répondre à votre question sur le sujet de cette élève avocate qui voulait porter le voile, c'est effectivement un sujet assez brûlant au sein de la profession d'avocat, qui remonte à déjà plusieurs années, puisqu'il y a eu, ça remonte à environ 10 ans, mais déjà des incidents, entre guillemets, où, à Bobigny, avec l'affaire de la toque, puisque la toque est un accessoire du costume complètement désuet, mais qui, à l'époque, avait voulu être porté par des consoeurs à Bobigny. Plusieurs membres de la profession s'étaient levés contre le port de cette toque, en estimant que ça pourrait être le signe d'une appartenance religieuse, puisque par le port de cette toque, on cacherait les cheveux, etc. Alors qu'il s'avère que d'autres confrères portent cette toque, ont pu porter cette toque. Quand il n'y avait pas cette suspicion d'appartenance ou de croyance religieuse, c'était pas un sujet. Et le débat est revenu très très progressivement, mais maintenant est prégnant, on va dire, puisqu'il y a des incidents très régulièrement lors des prestations de petits serments et de grands serments. Nous, au sein du syndicat des avocats de France, on n'avait pas été informés de ce problème à Strasbourg, on l'a su après. Donc on a rencontré la jeune fille après. Mais il y a eu d'autres incidents, notamment j'évoque là des incidents de prestation de petits serments à l'école de formation du barreau de Paris. L'année dernière, il y en a eu d'autres à Lille où il y a eu un contentieux qui a abouti malheureusement à un arrêt de la Cour de cassation l'année dernière, 2 mars 2022.
qui est très contestable, cet arrêt, et qui vient parler d'indépendance, liberté de conscience des avocats, qui devrait effacer tout ce qui est personnel dans la défense des justiciables. Et voilà, c'est un débat qui anime la profession aujourd'hui. Il n'y a pas de position officielle actuellement du Conseil national des barreaux sur est-ce qu'il faut interdire ou pas le port de tout signe distinctif. La question ça se pose en ces termes-là, puisque différents ordres ont déjà modifié leur règlement intérieur. Donc c'est de manière, on va dire, qui n'est pas uniforme sur le territoire, ont modifié leur règlement intérieur, certains notamment au barreau de Paris depuis des années, sans qu'il y ait d'ailleurs aucune réaction jusqu'à présent. Donc maintenant, on commence à réagir pour interdire donc tout le port de signes distinctifs, donc qui témoignerait d'une appartenance philosophique, politique, religieuse. Ou syndicale peut-être. Syndicale, oui, exactement. Pour nous, en tout cas moi, avocat, je me considère comme étant avocate militante, avocate engagée. Il nous est arrivé, quand on faisait grève contre la réforme des retraites en 2020, de porter soit dans certains barreaux des rabats de couleur rouge pour montrer notre mécontentement en audience, d'aller manifester avec notre robe, de porter des badges, des autocollants sur notre robe. Ces dispositions-là, elles seraient, donc elles interdiraient, et puis ça va loin parce que quel est un signe distinctif d'appartenance philosophique, communautaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Notre raisonnement, c'est que ces dispositions d'apparence neutre, en fait, visent un groupe spécifique de personnes qui sont les femmes musulmanes qui sont croyantes et qui portent le foulard, et qui seraient traitées de manière défavorable puisqu'on leur interdirait de porter ce foulard avec la robe. Donc en réalité, ça revient à leur empêcher d'exercer la profession d'avocat, ou en tout cas l'activité contentieuse, et de se refermer. C'est une forme de repli, alors que les avocats sont les défenseurs des libertés. C'est la première des choses. On est des défenseurs, c'est l'essence même de notre métier. Et on n'est pas neutre. On ne peut pas être neutre. Ce n'est pas possible. On n'est pas des agents publics, on n'est pas des agents du service public de la justice. On est des auxiliaires. Donc là, on tombe dans des débats doctrinaux sur est-ce qu'on applique aux auxiliaires de justice les règles des agents du service public de la justice, et notamment les règles de laïcité. La laïcité s'applique à l'État et à ses agents, pas aux autres, pas aux individus. Le public, les justiciables peuvent tout à fait arriver dans l'enceinte judiciaire en portant tous les signes qu'ils veulent, tant que c'est dans le respect, etc. Et notamment porter le foulard, c'est pas un problème. Et nous, auxiliaires de justice, on viendrait nous-mêmes, là, ce qui s'est fait actuellement, ce qui s'est fait dans différents barreaux, dernièrement au barreau de Lyon, on a anticipé le truc pour se dire « Ah non, je ne veux pas d'avocate musulmane qui porterait le voile dans mon barreau. » Et donc, je réglemente en amont. Et voilà. La question va se poser un jour. Et on attend très, très prochainement une position du CNB sur ces questions-là, puisque il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que le CNB n'a pas voulu réglementer. On ne voulait surtout pas entrer dans ce débat qui est brûlant, parce que derrière ça, il y a aussi les questions d'islamophobie très prégnantes actuellement dans la société française, les discours de haine, l'incitation à la haine raciale, la progression sans précédent du Rassemblement national. Toutes ces idées d'extrême droite progressent dans la société française, qui sont banalisées dans le discours. Et nous, avocats, on lutte pour le respect et contre ces manifestations d'intolérance. Alors sur le plan culturel, c'est quand même assez ironique, puisque vous nous disiez avant l'entretien que la robe d'avocat, ce que vous m'avez appris, est d'origine religieuse. Oui, c'est un costume religieux.
C'est un costume de curé, quoi. C'est la robe d'un curé. Oui. C'est comme l'argument sur le calendrier qui serait laïque, alors que la moitié des jours fériés Sont religieux. sont d'origine religieuse. D'origine religieuse pas- catholique. Exactement. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur les problématiques des discriminations. Merci à vous de votre invitation. Ce podcast vous a été présenté par Form.legal, la plateforme qui révolutionne l'accès à la formation juridique. Désormais, vous pouvez créer, vendre et diffuser vos formations en toute autonomie. La plateforme s'occupe de l'homologation CNB et de la conformité Calliope. Tout professionnel du droit peut y suivre des formations ou en délivrer. Que vous soyez formateur ou simplement à la recherche de formations de qualité, inscrivez-vous gratuitement sur www.form.legal pour mettre à jour vos connaissances ou générer des revenus supplémentaires.